Alors, donc l'idée, à partir de maintenant, c'était d'explorer l'existant en se disant qu'avec toutes les informations qu'on a eues là tout à l'heure, la table ronde, il y a sûrement des choses qui sont faites et on a déjà un exemple avec Madame Asquette là, qui nous a fait partager dans les rhumatismes, et il y a sûrement d'autres initiatives. Et on a une expérimentation en éducation thérapeutique développée par l'équipe de la filière déficience, en la personne de Caroline Imessouet, qui est fidèle au groupe, hein, et de Nadine Roger. Et je vous laisse présenter donc Lilou. Alors, moi, je suis le docteur Christelle Rougeau-Young. Nadine Roger est au premier plan, là. Et nous sommes accompagnés donc de Lilou Di Jorio, qui est une jeune fille qui a participé au programme d'éducation thérapeutique et qui est maintenant adulte et qui va venir donc témoigner de cette expérimentation lien ville-hôpital, et puis qui va aussi peut-être nous dire qu'elle va devenir bientôt patiente partenaire dans le cadre du programme. Donc, je vous remercie de nous avoir invités pour discuter de cette expérimentation. Donc, notre programme d'éducation thérapeutique est actif depuis les années 2020 dans le cadre du Centre de référence déficience intellectuelle de causes rares de Lyon, un des seuls programmes d'ETP s'occupant des jeunes ados porteurs d'un trouble du développement intellectuel léger. Donc, si vous voulez télécharger le programme, vous avez le QR code là-bas. Donc, comme tout programme d'éducation thérapeutique, il y a plusieurs axes. Je connais ma maladie, je grandis, mon corps change, la gestion des émotions et mes sentiments amoureux. Je comprends mes sentiments amoureux, la vie affective et sexuelle. En parallèle, il y a un café par an qui est mené, en parallèle des séances, pour travailler un peu ces thèmes-là aussi avec les parents. Et dès le début, on s'est posé la question de comment faire perdurer ces compétences travaillées pendant les séances en dehors de l'hôpital, en situation écologique. Et on avait d'ailleurs travaillé le programme avec les établissements gestionnaires d'établissements médico-éducatifs, l'ADAPI et l'OVE, pour savoir si les thèmes correspondaient aux problématiques du public. Et on pensait que ce lien se ferait logiquement avec les établissements médico-éducatifs, mais finalement, ça n'a pas pu être le cas. Donc, grâce à notre partenariat et nos liens avec la filière déficience, et donc Caroline Imessouet qui est ici, on a pu répondre à un appel à projet au sein des hospices civils de Lyon, qui est le projet PAIR, pour développer justement ce partenariat et cette transition ville-hôpital dans un des deux axes qu'on avait à travailler, le deuxième étant la paire aidance pour les parents de ces jeunes qui sont porteurs d'une déficience intellectuelle et pour les jeunes en eux-mêmes. Comment on a travaillé cela? Eh bien, il faut dire que voilà, aussi bien les HCL que la métropole sont deux grosses entités assez opaques et qu'il est difficile d'intégrer quand on n'a pas une petite porte ouverte, quelqu'un qui nous facilite l'entrée. Et les HCL ont été facilitateurs pour nous permettre de rencontrer, d'identifier des personnes ressources, en l'occurrence Madame Riva, qui est une conseillère conjugale et familiale du Centre de santé et d'éducation sexuelle de Oulin, qui a tout de suite vu la complémentarité qu'on pouvait avoir, nous, du côté hospitalier, et elle, du côté CSES. Donc, on a décidé ensemble de construire une 4e séance dans l'atelier vie affective et sexuelle dans un CSES proche de notre hôpital. Donc la complémentarité des compétences, et les CSES, eux, sont très bien formés sur la vie affective et sexuelle. Ils ont beaucoup de brochures, beaucoup de communication, beaucoup de matériel. Par contre, ils ne connaissaient pas très bien les personnes avec une déficience intellectuelle et ni les modalités de l'ETP. Donc c'est comme ça qu'on a échangé autour de nos compétences pour monter ce dernier atelier en travaillant tous ensemble. Donc, pour mettre en œuvre cet atelier, les gens du CSES sont venus sur nos séances d'éducation thérapeutique pour voir comment ça se passait, pour rencontrer les jeunes. Et puis, nous-mêmes, nous avons accompagné les jeunes, pas toute l'équipe, mais une partie, sur cette séance qui a eu lieu sur le CSES de Vénissieux.
c'est assez important parce qu'il faut un fil rouge, il faut des repères pour ces jeunes-là et il faut qu'il y ait une continuité pour qu'ils se sentent vraiment à l'aise et qu'ils puissent vraiment apprendre et participer. Donc là... Les jeunes du parcours Explore tes potentiels organisé à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Lyon étaient conviés au CSES de Vénissieux, le centre de santé et d'éducation sexuelle. Cette visite était organisée dans le cadre d'un partenariat ville-hôpital visant à faire émerger des solutions innovantes et participatives dans le but d'améliorer le parcours de soins des personnes vivant avec un handicap. La visite fut l'occasion de découvrir concrètement le centre, sa fonction, le personnel qui y travaille et les services que les jeunes peuvent venir demander. Et les parents disponibles cet après-midi-là étaient également conviés. Ce fut un temps d'information très riche et même de découverte pour eux. Les parents, ça sera les premiers à revenir. Hein. Ça peut être un espace pour eux aussi. Moi, je pense qu'il y a des besoins. Que c'était un espace pour eux. Je sais, je l'avais dit à ma maman. Elle a beaucoup regardé vos affiches, elle a beaucoup regardé vos documents, elle m'en a pris dans son sac. Elle nous a dit, oh, ben là, j'ai trouvé des renseignements, puis là, je vais apprendre des choses, et puis là, je vais m'en servir. Pour les encadrants du parcours Explore tes potentiels, ce fut une expérience très positive qui est appelée à être renouvelée. Ils donnent l'impression que ça leur passe totalement au cul, qu'ils n'ont rien à faire, mais ce n'est pas le cas. Par exemple, on leur a montré un stérilet, Emma, elle a compris tout de suite ce que c'était. Après, je pense qu'on était peut-être un peu nombreux autour d'eux, et puis même s'ils ne reviennent pas dans un mois, ils savent que ça existe. Voilà un petit film donc, qui récapitule un petit peu notre passage au CSES. Avant de laisser la parole à Lilou, je finis juste sur celle d'après. Lilou, comme ça, je me tais et après c'est à toi. Le retour d'expérience qu'on a eu, c'est que, comme vous l'avez vu, il y a eu des temps d'échange pour les parents et pour les jeunes, séparément. Les parents ont pu poser beaucoup de questions, pris beaucoup de prospectus. Enfin, ça a été très, très riche pour eux. Et ils se sont rendus compte que finalement, ça pouvait être un lieu de ressources aussi pour eux, ce qui n'était pas forcément dans leur idée. Les jeunes étaient plus en retrait, mais comme on vous l'a dit, on était assez nombreux finalement sur cette première séance, donc c'était peut-être pas suffisamment bien encadré, enfin, comme on fait d'habitude dans l'éducation thérapeutique, mais il n'empêche que voilà, ils ont quand même retenu que ça pouvait être un lieu ressource, et donc l'idée était de bien faire passer ce message que ces jeunes-là aussi pouvaient avoir accès au CSES, et comme à tout dispositif de droit commun, comme pour tout citoyen, et qu'ils puissent repartir donc de cette séance avec un rendez-vous proche du CSES de leur domicile. Donc Lilou, tu peux bien nous dire un petit mot? Oui. Tu as participé donc toi au programme d'éducation thérapeutique et notamment sur la vie affective et sexuelle. Est-ce que tu peux nous dire si ça a été important pour toi, ce qui a été le plus important, ce que tu en as retiré, ce que tu en as appris sur la vie affective et sexuelle? Ah bah merci. Ah c'est bon? Ah je sais pas, Et après ah oui. C'est bon? Oui. Et bonjour, moi c'est Lilou. Donc en fait, je vais vous parler les parties intimes et tout, ce qu'on a droit, ce qu'on n'a pas droit à faire. Donc en fait, déjà les parties intimes, il faut faire très attention. Quand la personne elle commence à toucher le bas et elle commence à toucher le haut, c'est que faut lui dire non. Si la personne propose pas et que vous lui dites non, je t'ai pas demandé, me toucher,
et que la personne ne propose pas, qu'en fait, si la personne a dit non, que l'autre ne propose pas, c'est que la personne n'a pas envie d'écouter. Moi, en fait, faut faire très attention dans les parties intimes parce que c'est très, comme on peut dire, très dangereux. Et du coup, j'en ai travaillé par rapport à ça. Et du coup, moi qui ai un petit ami, un petit copain, enfin un petit truc comme ça. Et en fait, moi qui ai un petit ami comme ça et tout, enfin, nous on est très, des fois, bon, il me l'a pas fait et tout, mais voilà, pour dire que en fait, il faut faire très attention que ça, je sais pas, un ami, une personne, un jeune homme, enfin, je sais pas, enfin. Mais voilà, c'est moi en tout cas, je sais ce que c'est. Enfin, je sais ce que je connais. Et des fois, moi, la personne que je vis avec, bon, elle le fait pas, heureusement, parce que sinon, je serais pas mieux avec lui. Et donc cette personne que j'ai moi, donc déjà cette personne, elle le fait pas, parce qu'elle a pas le droit et parce que c'est mon corps et ça m'appartient à moi et pas à lui. Et donc, en fait, cette personne est très gentille, très, très drôle et tout. Enfin, elle comprend et tout ce que je lui dis et tout. Tu peux nous dire le consentement, tu as bien compris. Oui. Hein, on peut dire oui, on peut dire non. Oui. Et quand tu es allée au CSES, là, la dernière séance sur vie affective et sexuelle, tu sais, quand tu es allée avec les autres jeunes, avec Virginie, Emma, Stéphanie, oui. etc. Qu'est-ce que tu as appris de plus là-bas? J'ai appris dans une salle pour faire un test de grossesse, pour faire un test de grossesse. Ça m'a fait un peu peur. Parce que j'ai jamais vu une salle plein une grande chaise avec un test de grossesse et tout. La salle d'examen gynécologique, tu vois. Oui, ça c'est un truc qui m'a un peu qui j'étais choquée même. Et ce qui m'a plus choquée, c'est quand j'ai vu des gens en photo, tout nu, à deux et tout, ça m'a un peu gênée, je n'ai même pas regardé. Mais tu as découvert des nouvelles choses là-bas. Oui. Très bien. Si tu as besoin. Oui. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Non. On peut laisser la parole à Caroline? Oui. Allez. Merci Lilou. Merci. Alors, c'est le gros bouton vert. Là. Alors, et maintenant, on avait 2 axes de travail sur l'appel à projet. Donc cet axe ville-hôpital, donc on a la formalisation, comme vous l'a dit Christelle, il faut que ces rendez-vous dans le CSES soient formalisés. Ils n'étaient pas très au fait de ce qu'était l'éducation thérapeutique, ils ont d'autres formes d'ateliers éducatifs, donc il faut qu'on formalise ça. Il faut vraiment inclure un atelier individuel dans le parcours, puisque là le CSES n'est pas forcément près du domicile des jeunes, donc il est important. Et l'autre axe de travail qui nous tient à cœur aussi, et c'est aussi pour ça que Lilou est avec nous, c'est qu'on commence ce soir une session de formation aux 40 heures pour 10 jeunes adultes qui ont une déficience intellectuelle. L'objectif, c'est qu'ils puissent ensuite former des binômes avec les équipes des centres de référence pour animer. Alors, dans un premier temps, on a ciblé la vie affective et sexuelle puisque c'est ce qui nous paraissait important dans les ateliers. Et puis, dans les programmes d'éducation thérapeutique destinés à des adolescents avec une déficience intellectuelle, il y en a très très peu. Donc, on a commencé par ces thèmes-là.
Voilà. Et la bonne nouvelle aussi, et c'est le partenariat de la filière qui fait ça, c'est qu'il y a deux autres équipes, l'équipe de Lille, du Centre de référence déficience intellectuelle de Lille et de Bordeaux, qui voulaient développer ce programme Explore tes potentiels. Et elles vont le développer avec ce lien ville-hôpital et avec ce lien de pairs intervenants. C'est pour ça qu'on a 10 jeunes. Ils ont recruté chacun entre 3 et 4 jeunes pour être formés et pour être co-animateurs. Voilà. Et merci à Lilou, parce que sur un colloque sur la transition ado-adulte, il nous pensait intéressant d'avoir quand même une personne concernée qui soit là et qui puisse venir témoigner. Oui, bravo Lilou. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai une question. Nous, on est confrontés dans l'éducation thérapeutique à parfois des personnes qu'on ne suit pas directement, mais qui ont entendu dire que, et qui nous contactent. Alors, on ne les connaît pas. Et pour l'instant, on dit que nous, il faut passer par nos consultations pour faire un bilan éducatif, savoir de quoi il retourne. Là, vous vous exposez avec la ville. Vous risquez peut-être d'avoir des demandes de personnes qui ne sont pas dans votre cohorte et que vous ne connaissez pas. C'est arrivé? Je ne pense pas trop, parce que les CSES interviennent dans les établissements médico-éducatifs, mais visiblement avaient l'air de dire que spontanément, peu de personnes déficientes intellectuelles venaient les voir directement. Ils sont sollicités par les IME, mais pas tellement par les gens ou par les parents directement. Donc, je pense que voilà, nous c'est pareil, c'est vrai que ce sont des patients qu'on suit, qu'on connaît très bien et que voilà, l'ETP c'est vraiment la suite du soin, enfin de tout soin qu'on peut mettre en place avec une cohérence dans différentes disciplines. Donc voilà, c'est un parcours qui est assez fluide. Et la transposition dans d'autres CRMR, vous le verriez comment? Candidate, je dis ça pour les collègues qui sont candidate, là. je ne sais pas. En tout cas, nous, on va accompagner nos centres à nous déjà. Mais effectivement, j'ai vu votre dernier item. Oui, tout à fait. Mais là, on commence l'expérimentation ce soir. Le parcours, c'est un week-end ici, un week-end au mois de novembre, parce qu'on a des jeunes qui sont en ESAT, donc on ne peut pas leur faire perdre du temps de travail, avec des professionnels qui vont se mobiliser sur leur leur week-end. Voilà, donc 2 week-ends plus encore 2 journées d'ici à la fin de l'année. On va faire le bilan de ce parcours, sachant qu'il y a une période d'expérimentation. On a adapté le parcours parce qu'on ne peut pas faire 40 heures assis voilà, avec ces personnes. Donc on va avoir 6 mois qui font partie du parcours pour qu'ils aillent expérimenter et petit à petit montent en compétences aussi avec le professionnel qui sera son facilitateur, puis après son collaborateur. Et au bout de 6 mois, donc ça veut dire en juin l'année prochaine, on aura 10 personnes formées avec un certificat LETP. On collabore avec l'AFDET, qui est l'organisme formateur aux 40 heures. Et une fois qu'on aura fait le bilan de cette expérimentation, tant organisationnelle que les points de difficulté, la fatigabilité des professionnels et des jeunes, on verra comment on peut reproposer et quel cursus on repropose. Est-ce qu'on reste sur des formats de séminaires week-end? Est-ce qu'il faut qu'on fasse autrement? Donc, après, si on arrive à avoir un modèle, on se rapprochera des UTET, on voulait être hors UTET pour avoir quelque chose qui soit pas UTET dépendant, UTEP dépendant. Voilà, donc on expérimente et puis ensuite on verra comment on peut remobiliser d'autres centres de référence et bien sûr on pourra ouvrir à d'autres, mais on va commencer. Monter en charge tranquillement. Ouais. Et je rajoute juste une toute petite chose parce qu'on a eu 2 rencontres cette semaine, une avec la PMR Aura et l'autre justement avec les centres de santé sexuelle. Et la PMR Aura, il disait que il y a d'autres thématiques que la déficience intellectuelle qui pouvaient bénéficier du lien hôpital avec les centres de santé sexuelle. Cardiogène disait nous on aimerait bien avoir un relais sur les problèmes liés à la sexualité des pathologies cardiaques rares. Respifil disait nous aussi on a peut-être on a commencé par Neurosphinx probablement aussi, et les centres de santé sexuelle disaient mais oui bien sûr, pourquoi pas. Donc voilà, il y a aussi il y a d'autres liens à construire autour. On a fait sur ce que l'on connaît le mieux, mais il y a d'autres liens à faire.
Parfait. L'AFDET qu'on connaît bien, qui a fait les 5 dimensions de la transition avec Voilà. Mélanie Romier, Faye Tout à fait. Dezer, qui Donc sont déjà très sensibilisés à la Tout à fait. Et ils sont très sensibilisés au partenariat de soins. Ouais. Et aux patients partenaires, pas du tout à la déficience intellectuelle. Donc on a pour ça un binôme de formateurs de trisomie 21, donc une personne concernée et une formatrice qui vient renforcer pour ce côté-là. Et on a, vous l'avez vu dans le film, la maman, Christine Kieffer, qui fait partie de l'association Fragile X France, qui fait partie aussi du groupe de pilotage et des formateurs avec moi. Et voilà, donc il suivra le groupe pendant toute cette expérimentation. Donc on a des professionnels de l'ETP et des professionnels de la situation de vie. Et puis un petit soutien de la filière pour coordonner. Merci beaucoup, merci.